La situation est temporairement stabilisée par la bonne gestion du fils cadet de Balaji qui prend sa suite, le Peshwa Madhav Rao, qui parvient tant bien que mal à réparer les dégâts causés par la défaite, reprend la main dans le nord de l'Inde avec l'aide du Maratha Mahaji Scindia, ou Shinde, et stabilise l'administration et le centre de l'Inde avec l'aide du brahman Balaji Janardhan Bhanu, plus connu sous le nom de Nana Fadnavis. Par ailleurs, le Peshwa Madhav Rao semble bien comprendre le danger britannique qui semble poindre son nez, ces derniers étant sortis vainqueurs en Inde de la guerre de 7 ans. À la suite de Madhav Rao, décédé en 1772, le pouvoir central finit par définitivement s'affaiblir à un point tel que l'empire devient une confédération faite d'États très autonomes, disposant de leur propre diplomatie et faisant au final ce qu'ils veulent. Les années qui suivent sont faites de luttes de pouvoir sans merci, à base de complots, de trahisons et autres affrontements, causant une grande instabilité au sein de l'Empire. On retient ainsi l'assassinat partiellement accidentel du jeune Narayan Rao par son oncle Raghunath Rao, frère de Balaji, et dont le fantôme hanterait encore le palais des Peshwa, comme je vous le racontais dans l'épisode traitant des fantômes dans l'histoire du monde. Un autre exemple est la nomination en tant que Peshwa d'un bébé en 1774 sous le règne d'un conseil de 12 nobles maraths, qui sera le dernier gouvernement digne de ce nom de la Confédération. C'est ce conseil, à la tête duquel se trouve Nana Fadnavis, évoqué précédemment, qui mène les Maraths dans la première guerre anglo-marathe dès 1775, déclenchée par la trahison de Raghunath Rao, qui a visiblement bien changé depuis la mort de son frère Balaji. Raghunath Rao ayant signé un traité avec les Anglais, cédant certains territoires en échange de leur soutien militaire, qui lui permettrait de s'emparer du trône de Peshwa. Les Maraths jouent avec brio de leur relation avec la France, leur permettant de faire peser en permanence une menace sourde directement sur les territoires britanniques de la côte ouest en cas d'intervention française, forçant les Britanniques à une action rapide. Par ailleurs, alors que les Britanniques progressent vers Pune, Fadnavis fait savoir et démontre qu'il est prêt à brûler toutes les villes que les Britanniques parviendraient à prendre, plutôt que de leur abandonner, Pune y compris. Cela vous rappellera sans doute la démarche des Russes face à Napoléon plusieurs décennies plus tard. Cette stratégie, combinée au Ganimikawa, de nouveau au goût du jour, faute d'efforts centralisés de modernisation, rend la tâche plus que compliquée, pour ne pas dire impossible, aux Britanniques, qui ne trouvent pas la parade. Ils sont vaincus une première fois à Wat Gaon, où ils signent un premier traité de paix, qu'ils ne respecteront pas, comme souvent en ce qui les concerne en Inde, ces derniers attaquant ensuite les Maraths par surprise depuis leur possession du Bengale. C'est alors qu'intervient à nouveau Mahaji Scindia, qui sera le héros de la guerre et dont le Ganimikawa triomphera des Britanniques. La guerre est remportée sur le terrain en 1781 et mène à la paix de Salbai, signée et ratifiée par les deux parties en 1782 et à nouveau en 1784, donnant lieu à quelques échanges de territoires et dans lequel les Britanniques prendront le soin d'inscrire l'interdiction pour les Maraths d'accorder de quelconque territoire ou comptoir aux Français, mettant un terme aux espoirs français d'un retour significatif dans le sous-continent. On ne change pas les vieilles habitudes de nos voisins d'outre-Manche, n'est-ce pas ? Une paix d'une vingtaine d'années débute alors, durant laquelle les Britanniques se font de plus en plus présents dans le sous-continent, s'étant débarrassés des Français suite à la guerre de 7 ans et leur ayant damé le pion au cours de la première guerre anglo-marathe, malgré l'audacieuse tentative française de reprendre sérieusement pied en Inde en tentant de soutenir les Maraths en échange de nouveaux comptoirs et territoires. Les années qui suivent, les Britanniques s'étendent à tel point qu'en début 1800, la Confédération Marath est la dernière puissance majeure indigène du sous-continent, le Népal et le Raj sikh étant par ailleurs deux autres puissances notables. Mais le lien déjà distendu offrant une cohérence à l'ensemble est désormais particulièrement faible, chaque grande famille marath et le Peshwa se comportant chacun dans les faits comme étant à la tête d'un royaume quasiment indépendant, soutenant les autres lorsque cela va en leur sens et n'hésitant pas à guerroyer entre eux dans le cas contraire. La confédération n'étant en pratique plus qu'un vague accord tacite entre États. Par ailleurs, comme je le suggérais précédemment, faute de gouvernement central fort, la modernisation de l'armée marathe se fait de manière erratique et incohérente, malgré l'engagement d'officiers et d'aventuriers européens, dont de nombreux Français, qui seront entre autres très présents dans les régiments d'artillerie, mais également des Allemands et des Néerlandais, afin de moderniser l'armée. Dans le même temps, le fils de Raghunath Rao, du nom de Bajirao II, est placé sur le trône de Peshwa, mais fait effectivement office de souverain fantoche à un conseil de nobles maraths. Sans pouvoir réel, il est ballotté et manipulé au gré des envies politiques des nobles. En 1802, son armée et celle de son allié sont vaincues par d'autres nobles maraths, et Bajirao II part se réfugier chez les Britanniques, à qui il promet de nombreux territoires maraths s'il est à nouveau placé sur le trône de Peshwa de la Confédération. Ne se faisant pas plus prier, malgré la menace que représente la France de Napoléon en Europe, les Britanniques déclenchent en 1803 la seconde guerre anglo-marathe.
Il remporte dès 1803 une brillante victoire à Assailles, œuvre d'un certain Arthur Wellesley, plus connu de nous autres sous son titre de duc de Wellington, qui viendra par la suite affronter Napoléon dans la péninsule ibérique et le défaire à Waterloo. C'est toujours intéressant de voir comme les choses sont liées en histoire. Grâce à ces succès, les Britanniques récupèrent dès 1804 de nombreux territoires en signant des paix séparées avec chacun des royaumes théoriquement membres de la même confédération et récupérant de nombreux vassaux des Marathes. Dès lors, la Confédération va sombrer dans une terrible anarchie. Le pouvoir politique s'effondre et rend incontrôlables les bandes de Pindari, qui sont des cavaliers irréguliers du sous-continent sans réelle allégeance et en grande majorité composés de musulmans, dont l'intérêt pour les États de l'époque était qu'ils étaient une force mercenaire ne nécessitant aucune paix, car se soldant en pillant. Ces derniers, tolérés et contrôlés par les Marathes au cours de certaines de leurs campagnes dans les régions voisines, afin de créer le chaos avant l'arrivée de l'armée marathe, profiteront de la faiblesse des États marathes en ce début de XIXe siècle pour ravager la Confédération et au-delà, avec un mode opératoire semblable à celui des grandes compagnies ravageant les campagnes françaises au cours de la guerre de Cent Ans. L'effondrement politique marathe est tel que l'un des commandants Pindari parviendra à temporairement s'emparer de la régence de l'un des États marathes. En 1817, les Britanniques ayant fait preuve d'une diplomatie habile et agressive, ont une emprise importante sur les différents États et forcent le Peshwa Bajirao II à signer un traité réduisant le territoire du Peshwa à bien peu de terres. Mais le Marat et une partie des autres États marathes, bien que moribonds, se rebiffent et partent en guerre avant que le traité ne puisse être appliqué. Ils sont néanmoins vaincus les uns après les autres par les Britanniques avec méthode et sans grande difficulté. En avril 1818, la totalité des États marathes sont vaincus et démembrés par les Britanniques. Le royaume marathe, devenu empire puis ayant survécu en tant que confédération, est alors définitivement détruit, n'étant dès lors plus que l'une des pages majeures de l'histoire de l'Inde. L'épopée marathe aura laissé un souvenir bien différent dans le sous-continent et dans l'Inde moderne, selon que l'on soit hindou ou musulman, marathe ou bengali, comme vous le comprenez sans mal. Ainsi, le surgissement des Marathes sur la scène politique du sous-continent, leur incroyable résilience causant indirectement l'éclatement de l'empire moghol, puis leur fulgurante expansion, ont permis la mise en application du Hindavi Svaraja, c'est-à-dire l'autogouvernance hindoue, sur une grande partie du sous-continent, soulageant la majorité non musulmane du sous-continent du joug et de la loi islamique. Mais en déstabilisant l'empire moghol, ils déstabilisent tout le sous-continent, tout en causant chaos et destruction au-delà de leurs frontières, ayant pour conséquence l'affaiblissement de leurs voisins. Le tout offrit une porte d'entrée aux invasions étrangères, dont feront par exemple usage les Perses, les Afghans et les puissances européennes, même s'il est tout à fait possible que la fragilité de l'empire moghol, à la suite du règne d'Aurangzeb, que j'ai évoqué au tout début de cette série, aurait pu avoir des conséquences relativement similaires. Ce sont donc les Marathes qui font la transition entre l'ère des invasions islamiques de l'Inde et la colonisation européenne du sous-continent. De nos jours, l'état du Maharashtra dans l'Inde moderne est l'héritier administratif de l'Empire. Il génère à lui seul un cinquième de la richesse du pays, regroupe la quasi-totalité de la population marathi du pays et présente plusieurs pôles économiques et culturels tels que Mumbai et Pune. Nous arrivons donc au bout de cette extraordinaire épopée, j'espère que vous avez appris des choses et pris autant de plaisir à me suivre que j'en ai eu à explorer l'histoire à la fois hors du commun et pourtant si humaine de ce peuple. Si vous avez des questions ou besoin de précision, c'est le bon moment pour me l'indiquer en commentaire. Un très grand merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Comme vous avez pu le voir, cette série fut à nouveau l'occasion d'un travail particulièrement conséquent. Vous pouvez nous soutenir en mettant un pouce bleu, un commentaire dans lequel vous nous dites ce que vous avez pensé de cette épopée, et bien sûr en vous abonnant sans oublier la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour nous soutenir financièrement, c'est sur Utip et Tipeee que cela se passe, dont les liens sont en description. Il n'y a aucune obligation bien sûr, c'est simplement si vous le voulez et le pouvez, pour que je puisse continuer à financer cette activité. Je souhaite dédier le mot de la fin à Quentin de la chaîne Sur le Champ, qui a grandement contribué à la qualité de ce dernier volet, et à Litchi, auteur des illustrations, afin de les remercier tous les deux sincèrement pour leur travail et leurs excellentes contributions. Mais c'est aussi vous que je souhaite remercier pour votre curiosité, votre fidélité et pour votre intérêt pour l'histoire. À la prochaine!